bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion avec des lunettes. Et oui, une fois n'est pas coutume, voici une vidéo avec des lunettes, mais vous n'allez pas être très choqués. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui vont sortir à mesure que le temps passera, enfin quand j'aurai fait aussi des analyses. Vous savez que j'aime bien alterner parfois des vidéos parties, des vidéos analyses, des vidéos top. Et aujourd'hui, on va commencer un premier top. C'est des séries que j'avais envie de faire sur savoir quel est le meilleur allié signature, quelle est la meilleure carte basique, quelle est la meilleure carte par affinité, etc. Alors pas tant si c'est la meilleure carte, mais en tout cas les tendances, en tout cas moi ce que je ressens et de la manière dont je les joue. Et l'idée c'était essayer de vous présenter, de vous faire un petit top sur lequel vous pouvez évidemment réagir en commentaire. Alors bien sûr, je le dis en début de vidéo, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, vous faites comme Farouk. Farouk, quand parfois il a pas le temps de regarder une vidéo, il veut pas regarder une vidéo, Farouk c'est un de plus fidèles abonnés, il met un petit pouce bleu, ça vous coûte rien, franchement, même allez comme je vous ai dit, chez vos voisins, chez n'importe qui, vous allez vous petite vidéo Marvelous comme ça, un petit pouce bleu, écoutez, ça mange pas de pain, ça fait plaisir, ça nous permet de toujours bien grimper. Et comme vous avez vu, on est toujours road to 3K et on grimpe. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne du Troll Savant. Et bien sûr, on a aussi le Twitch Marvelous Marvel Champion, sur lequel il y a des lives qui vont être faits régulièrement, de plus en plus régulièrement. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà 2-3 lives qui ont déjà été faits. Vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre. Et pour savoir quand est-ce que ces lives ont lieu, il vous suffit de venir aussi sur le Discord. Le Discord dont vous avez l'invitation qui est dans le déroulé de la description de cette vidéo. Et ce Discord est merveilleusement tenu de main de maître par notre ami Xlander, alias Vadim, qui a rejoint l'équipe de Marvelous. Voilà, ça c'était toutes les choses que j'avais envie de vous dire en préambule, et maintenant attaquons direct, puisqu'aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est d'essayer de classer, en tout cas d'avoir une tendance pour savoir quel est le meilleur allié signature, non pas signature, quel est le meilleur allié basique. Voilà. Ils sont ici retournés pour faire un petit peu de suspense, vous vous en doutez, là c'est un petit peu, je vais dire, la défausse, et puis en bas, je vous ai mis des alliés que je trouve bien, qui auraient pu être là-dedans, mais que je trouve peut-être un petit peu trop, parfois circonstanciels. Donc on va regarder ça ensemble, et puis à mesure, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous quel serait votre classement, par exemple des 3 premiers ou des 5 premiers, ou les personnages que vous mettez dans quasiment tous les decks. Sur quoi je me suis basé? Je me suis basé sur le nombre d'utilisations que j'ai des alliés basiques que je mets dans la plupart de mes decks. Alors vous allez voir, il y a des petites surprises, etc. Et il y en a d'autres plus évidents. Je pense même que la première place va vous surprendre. Alors si vous me connaissez, si vous avez suivi 1 ou 2 parties, si vous êtes abonné sur Twitch, vous saurez assez rapidement quel est le meilleur pour moi allié basique. Mais on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Et voilà, j'essaie de trouver un petit peu une logique, moi, dans les decks, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait bien rentrer. Vous avez vu, en fait, au fond, j'ai fait une ligne ici, une ligne là, c'est quasi pareil, voilà, c'est les 3 persos là que je mets, pas tout le temps, mais en tout cas, vraiment le plus souvent possible. Là, de temps à autre, ça va être un peu plus circonstancié, et là aussi, mais bon, voilà. Je voulais faire une petite... alors, il y a Dum Dum Dugan, etc. dedans, que je n'ai pas mis. Il y a un certain nombre de personnages. Il faut faire des choix. Voilà, j'ai essayé de faire des choix, j'ai essayé de me dire quels personnages basiques sont les moins circonstanciés. Quand je dis circonstanciés, ça veut dire quels personnages on peut utiliser dans un maximum aussi de decks. Alors évidemment, ça va mettre un petit peu en dessous si vous avez le Trey Warrior, Web Warrior, si vous êtes gardien, etc. Petit disclaimer, je fais cette vidéo au moment où Mutant Genesis vient de sortir. On est début octobre 2022. Donc il n'y a pas les alliés mutants basiques qui ont été mis
D'ailleurs, ils sont pas à jour sur Tabletop Simulator pour le moment, en tout cas sur le Marvel de Tabletop. Donc voilà, petit disclaimer par rapport à ça. Même si dans l'absolu, la plupart pour le moment, sur les 4 paquets héros qui sont sortis, les alliés X-Men sont quand même très circonstanciés à jouer pour les X-Men. Mais là, vous allez voir, on en a aussi quelques-uns. Mais c'était juste ce que je voulais vous dire en amont. Sur cette ligne de bas, je voulais vous parler de quelques alliés que je trouve peut-être intéressants, mais que je mets pas tout le temps. Et voilà. Alors par exemple, le premier de celui-ci, c'est Blade. Je l'ai vu tourner dans pas mal de decks. Alors Blade, il coûte rien. Il coûte 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, donc il peut durer un certain temps. Après, il y a une réponse forcée. Après que Blade a contré ou attaqué, choisissez soit vous dépensez une ressource force de votre main, soit vous défaussez Blade. Alors, il faut jouer une ressource de votre main. Ok, c'est pas une ressource que vous pourriez alimenter, enfin que vous pourriez générer. Alors pourquoi je le mets, c'est parce que j'ai vu quelques decks très agressifs qui jouaient avec un coup de main très très bas, et Blade avait sa logique à l'intérieur. Moi je l'ai pas beaucoup joué, après je peux comprendre, à chaque fois c'est des decks qui sont très très agressifs, qui ont vraiment les gros coups de poing comme ça. Moi je le joue pas trop. Dites-moi si vous êtes à même de l'utiliser, Blade. J'ai mis aussi dans les circonstanciés, alors Spider-Man Otto Octavius, pour 2, 1 de contre, 2 d'attaque, alors 2 points de dégâts consécutifs, qui coûtent 2. Donc il faut seulement jouer cette carte quand on contrôle une carte Web Warrior. Après avoir joué Spider-Man de votre main, redressez une amélioration que vous contrôlez. Si cette amélioration a le trait tech, piochez une carte. Pour SPDR, vous vous doutez bien que c'est vraiment un allié que je mets moi moi je le mets dans tous mes decks SPDR, mais je pense que c'est très 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 lié à SPDR en tout cas pour le moment. Ce Spider-Man-ci a 3, Spider-Man Hobie Brown, 2 de contre, 2 de contre et 2 dégâts consécutifs, 1 d'attaque. Jouez encore une fois cette carte si vous avez le trait Web Warrior. Interruption, quand Spider-Man quitte le jeu, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre, infliger au méchant un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Donc je trouve que c'est un personnage qui est très bon. Moi je le trouve vraiment très très bien, Spider-Man, celui-ci, l'espèce de punk. Parce que quand même, virer 3 cartes du dessus du deck rencontre, certes vous mêlez le deck rencontre, mais il y a quand même certains decks rencontres qui ont des gros boosts. Et ça peut être intéressant, ce qui fait que c'est comme un personnage qui peut tanker, évidemment, c'est aussi un personnage qui peut mettre 3 points de dégâts, et derrière il peut en mettre, imaginez vous avez vraiment la baraka, vous virez 3 cartes rencontre avec 3 boosts à 3, il fait 9, ça peut quand même faire beaucoup. Je pense qu'en moyenne vous allez quand même faire 5 points de dégâts, à mon avis 4 à 5 points de dégâts, quand Spider-Man quitte le jeu, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Et on peut s'en débarrasser aussi malgré tout assez rapidement. Star-Lord, alors pourquoi j'ai mis Star-Lord ? Pour 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, c'est balèze. Et en plus il gagne à distance. Vous pourriez me dire j'aurais pu le mettre là-haut. Mais réponse forcée, après que Star-Lord est entré en jeu sous votre contrôle, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Je trouve quand même que reste très risqué. C'est une carte, j'ai vraiment hésité à la mettre. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle a pas... Alors, pour moi, elle est vraiment ici, voilà, elle est là. Si je devais vraiment la placer dans ma logique, je la mettrais vraiment ici, Star-Lord. Elle n'est pas rentrée, vous verrez pourquoi. En tout cas, je vous dis juste parce que je trouve qu'elle est quand même un petit peu risquée. Alors, ça peut valoir le coup en fin de partie, par exemple, si on pense qu'on peut vraiment gérer des cartes rencontres. Mais c'est vrai que moi, dans l'absolu, j'essaye au maximum d'éviter trop de cartes rencontres. Voilà, mais Star-Lord, on peut l'imaginer un peu par ici. L'armure SPDR en basique, pourquoi je l'aime bien ? Alors évidemment, il faut contrôler une carte Web Warrior, mais c'est une fois vaincu, si SPDR a été vaincu en subissant des dégâts consécutifs en excès, ajoutez-la à votre main, parce que je trouve qu'elle coûte pas cher. 2 de contre, 2 dégâts consécutifs, 1 d'attaque et 2 points de vie. Donc en gros, elle vous permet de faire une attaque, plus un contre à 2, et elle revient dans votre main. Donc il y a un petit côté comme ça, boucle, qui peut être vachement intéressant, je trouve. Et à un moment, elle peut vous aider aussi à tanker. Mais on peut vraiment l'aider. Vous pouvez vous dire qu'à chaque fois, pour 2, vous pouvez faire 1 d'attaque et 2 de contre.
Bon, je pense que sur le long terme, moi je trouve que c'est plutôt intéressant comme petite carte. Et voilà pourquoi je l'avais mise ici. L'agent 13, que je trouve pas mal. Bon, Sharon Carter a pris un petit coup de vieux quand même. Pour 4, 2 de contre, 1 d'attaque et réponse après que l'agent 13 a attaqué ou contré, redresser un soutien shield et redresser ce soutien. Ça vaut le coup, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes shield qui étaient arrivées avec Sinister Six. Voilà, je l'aime bien. À partir de moi, elle est vraiment dans mes... Non, bah forcément, elle est dans mes decks shield, hein, avec Black Widow... avec qui encore, je sais plus qui c'est, avec qui j'ai fait un personnage pas mal shield. Voilà, je trouve qu'elle a son importance là-dedans. En dehors, on l'utilise quand même pas trop. Martinex, pourquoi je mets Martinex? Parce que qu'effectivement, quand on a le trait gardien, elle coûte que 2. Et d'un coup, 2, 1 de contre, 1 d'attaque et 4 points de vie. Bon, 2, ça peut faire 4 d'attaque ou 4 de contre. Et le petit point d'attaque, moi, il me sert pas mal à virer des états tenaces. Donc je l'aime bien. Alors, c'est encore très circonstancié dans la mesure où il faut être gardien. Alors, on peut la jouer sans être gardien. Mais à 3, elle est beaucoup trop chère. Quand on est gardien, permet de la jouer à 2, je trouve ça plutôt cool. Et enfin, Cosmo qui est très connu pour être joué dans les cartes, dans le deck Strange. Voilà, pour 2 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque. Quand Cosmo attaque ou contre, nommez un type de carte, ensuite défausser la carte du dessus d'un deck. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Bah oui, puisque la carte du deck, du second deck de Strange, qui est au-dessus, on la voit la carte. Donc on peut nommer cette carte et on peut la défausser. Et donc il ne subit aucun dégât, Cosmo. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, mais encore une fois, c'est très lié, c'est beaucoup lié à Strange, parce que quand vous défaussez les cartes du dessus d'un deck, vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Là au moins vous le savez. Voilà. Ça c'est toujours bien, évidemment pour Strange, c'est vraiment la carte qu'il faut avoir. Voilà, et donc Star-Lord que je mettais voilà, en bout de queue ici. Alors dites-moi déjà sur ce genre de carte, si vous trouvez que j'ai déjà été trop sympa, trop méchant, trop gentil, ou s'il y a des choses que j'ai pas comprises, et parmi les cartes que je n'ai pas mises, comme de Gann et compagnie, que je trouve très chères, j'ai pas mis Andal non plus... bon, voilà, dites-moi si déjà, là, dans cette première partie de vidéo, vous le sentez bien. Bon, dans cette partie du bas, on va dire presque, pas en dernière position, mais en tout cas dans ce tiers 3, je mets Drax. Pourquoi je mets Drax? Alors Drax, il a 1 de contre, 3 d'attaque, jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait gardien. Drax ne peut pas attaquer les sbires, 4 de points de vie, et pour un coup de 3. Alors pourquoi je mets Drax? Parce que effectivement, quand on a un gardien de la galaxie, je trouve que la plupart des gardiens de la galaxie ne font pas énormément de dégâts. Donc en dehors de Drax, évidemment, mais Drax va pas jouer Drax, même si Drax, il s'appelle Drax. Moi, j'utilise beaucoup Drax dans quasi tous mes decks gardiens, parce que le fait de pouvoir mettre 4x3, 12 points de dégâts dans la tête du méchant, pour 3, je ne le fais jamais tanker, ou alors en cas véritablement de gros problèmes, je trouve que c'est vraiment très très bien. Il n'est pas là du tout pour gérer du sbire. Dans mon deck Rocket Raccoon, il marche à merveille. Moi je trouve qu'il fonctionne très très bien aussi avec Gamora. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup parce que il apporte cette notion de burst, vous voyez. Quand on arrive à le choper pour 3, c'est quand même pas très cher. Et on le met sur le plateau, et moi j'essaye de le garder autant que possible en vie. J'aime vraiment vraiment beaucoup Drax. Voilà, c'est circonstancié, bien évidemment il faut être gardien. Il y a quand même pas mal de decks gardiens, Venom et compagnie, enfin Warlock, il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Même si dans Warlock, bien sûr, c'est un peu plus compliqué à mettre du fait que c'est une carte basique. D'ailleurs, il n'y est pas moi dans mon deck Warlock. Mais par exemple, ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que Warlock, l'air de rien, il attaque pas très 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 fort. Et ça, pour moi, j'aime bien d'avoir une petite carte de burst. Par exemple, quand on va jouer quand on va jouer en protection, la protection, on sait qu'on est parti pour des parties
on s'est lancé direct pour des parties qui risquent de durer quelques heures. Donc pour moi, d'avoir Drax, ça permet ce petit coup de peps qui nous aide à grimper pas mal en termes de dégâts sur la tête du méchant. Ensuite, Rocket Raccoon. Vous allez dire, putain, dis donc, t'aimes bien les gardiens? Bah oui, mais les gardiens, j'ai une vraie affinité avec les gardiens. Alors pour 3, Rocket Raccoon, 2 de contre, 1 d'attaque. Jouez uniquement si votre identité a le trait gardien. Interruption, quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne plus 3 d'attaque, de 3 d'attaque pour cette attaque, et cette attaque gagne déferlement. Donc il attaque à 4 les sbires. Alors, c'est vrai que c'est le combo. Mais entre Drax et Rocket Raccoon, vous comprenez pourquoi moi je les mets l'un à côté de l'autre. Parce que quand j'ai des decks gardiens, eh ben, j'utilise beaucoup les deux. Parce que je trouve qu'ils peuvent vraiment aider selon les situations. Voilà, moi j'aime bien. Il va gagner quand même plus 3 d'attaque. Ça fait quand même une attaque à 4 sur les sbires. Et assez souvent, les déferlements, ils vont fonctionner. Donc ça va aider à grignoter. Ça peut aider aussi à virer encore une fois des états tenaces. Moi je l'aime beaucoup. Voilà, alors c'est normal qu'il ait un point de vie en moins, mais moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il a une espèce de logique, ce personnage, à rentrer dans un deck gardien pour gérer du sbire uniquement. Boom, Snowguard Guard pour 4, donc 0 de contre, 0 d'attaque, 3 points de vie, réponse après que... Alors beaucoup ne comprennent pas bien cette carte, moi aussi au début il a fallu vraiment que je me mette bien ça en tête. Après que Snowguard est entré en jeu, placez jusqu'à 3 jetons changement sur elle, tant que le nombre de jetons changement sur cette carte est égal à X, Snowguard gagne plus 1, alors soit 1, 3 d'attaque et ses attaques gagnent déferlement, 2, 3 contre et le trait aérien, 3 jetons, plus 5 points de vie et riposte 1. Donc en gros, selon l'option que vous utilisez, l'une de ces 3-là, soit à la 3 d'attaque, donc vous mettez un seul jeton, soit vous mettez 2 jetons à la 3 de contre et le trait aérien, ce qui ne va pas nous servir à grand chose, soit 3 jetons et elle gagne 5 points de vie et riposte plus 1. Donc c'est-à-dire que c'est... pourquoi j'aime vraiment beaucoup? Parce que déjà on peut la jouer avec n'importe quel deck, et elle va être adaptative selon la situation. Alors évidemment elle coûte cher, elle coûte 4. Mais 3 d'attaque, et ses attaques gagnent déferlement, avec 3 points de vie, on peut faire quand même 9 points de dégâts, ce qui n'est pas dégueulasse. 3 de contre et le trait aérien, c'est pareil. Pour 4, on peut virer jusqu'à 9 manigances. Mais là où c'est intéressant, et ce qui me fait penser un peu à cette carte Victor Mancha, je crois, en protection, qui est un androïde, c'est 5 points de vie plus riposte 1. Et c'est plutôt là-dedans que moi je l'utilise. Elle va me servir de tank sur des personnages un peu fragiles, qui ont 9 points de vie sur ce genre de choses. Et donc elle monte à 8 points de vie et riposte 1. Ben, elle a quand même le temps d'encaisser 2 grosses attaques, ou alors au moins 3 attaques, ou si vous avez des sbires, et ben vous l'utilisez pour vous protéger de tous les sbires. Et à chaque fois le petit riposte plus 1, le riposte 1 pardon, et ben je trouve que ça a vraiment du sens de le faire, de l'avoir. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette carte. Encore une fois, c'est 4, c'est cher, c'est clair, mais il y a un vrai bénéfice que cette carte soit effectivement à 4. Voilà. Et moi j'aime vraiment bien ce Snowguard. Bon, pour le coup, elle est assez récente, hein. Voilà, mais j'aime bien. Dans mon deck, je crois qu'elle est dans mon deck Nova. D'ailleurs, elle est dans mon deck Nova. Il est un peu fragile, Nova. Et ça peut valoir le coup que... En tout cas, moi, je l'utilise vraiment pour les sbires. Dès qu'il y en a. Mais avec Nova, les sbires, ils restent pas là longtemps. Voilà. Ensuite, on a Venom. Venom pour 4, 2 de contre, 3 d'attaque, un dégât consécutif, symbiote. Après que vous avez
Révélez une carte rencontre, infligez un dégât à Venom, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes, quelque icône que ce soit, dans le champ de boost de la carte révélée. Mais vous prenez une carte rencontre supplémentaire à chaque tour. Bon, Venom, si vous arrivez à le garder sur le plateau le plus longtemps possible, sans utiliser ce pouvoir de réponse, 6 x 3, 18 dégâts. C'est gigantesque. Évidemment, à chaque fois, vous allez vous taper une carte rencontre supplémentaire. C'est le prix à payer, mais je trouve que pareil, sous forme de burst, c'est dément. En plus, quand vous avez révélé la carte rencontre, si c'est une grosse carte rencontre un peu vénère avec 3 points de boost, vous lui mettez 1 point à Venom, vous filez 3 dégâts à un ennemi. Et n'importe quel ennemi, hein, c'est le méchant ou un sbire. Donc c'est une très grosse carte Venom. Alors je la mets pas dans la tier en haut parce que je la trouve encore une fois dangereuse, un peu chère. Elle va pas marcher avec tous les decks. Mais si vous avez des decks qui justissent un petit peu et qui permettent de gérer beaucoup de manigances, donc des cartes rencontres, etc. Ou je l'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais la mettre dans mon deck, moi, Black Widow. Je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, il faut encore une fois des ressources. C'est une très grosse carte. Moi j'aime beaucoup Venom. Alors c'est pas Venom, c'est Venom. Alors peut-être que c'est une faute sur la carte, cela dit. Mais je crois pas, non, c'est Venom. On grimpe. Et là, encore une gardienne. Enfin un gardien, donc une gardienne pour 3 Gamora, 1 contre 2 d'attaque, 3 points de vie. Jusque là, c'est pas de ouf. Faut la jouer uniquement si c'est gardien, on va dire c'est pas de ouf. Mais après que Gamora a attaqué ou contré, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement, ensuite ajoutez-le à votre main. Moi j'aime ça, c'est ce genre de mécanique de personnages qui vous permettent soit d'aller chercher dans votre pile de défausse des cartes que vous remettez dans votre deck ou dans votre main, et là aussi la mécanique d'aller chercher 3 fois, vous êtes sûr au moins 3 fois de pouvoir... bon, elle peut faire 6 de dégâts pour 3, c'est cool. Alors évidemment, elle tank pas une attaque parce qu'elle n'est pas très solide. Mais à chaque fois, vous pouvez aller chercher un événement. Évidemment, ça ne va marcher qu'avec des decks qui ont beaucoup d'événements. Et je reparle encore de Nova. Avec Nova, pour moi, où il y a beaucoup d'événements agressifs, elle marche. Elle peut marcher d'enfer. Sauf que je dis une connerie. Non, il faut avoir le trait gardien. C'est pour ça que je rêvais de la mettre dans Nova. Mais je sais plus dans quoi je l'ai mise avec Gamora. Eh ben non, Gamora, elle est avec mon deck Raccoon. Elle est avec mon deck Drax. Voilà, c'est ça. Parce que d'un coup, je me mettais à rêver de... Je sais pas pourquoi, à rêver de Nova avec elle. C'est vrai qu'à chaque fois... Pour le coup... Vous voyez, au moment où même je fais les vidéos, je les prépare et puis je me redis, putain, non, c'est vrai, c'est gardien. J'aurais presque pu échanger entre les deux. Mais bon, il y a pas mal de decks quand même qui nous permettent d'avoir des gros... Pas mal d'événements. Chez les gardiens, je sais que... Non, oui, elle est chez Drax et Raccoon chez moi. C'est ça. Parce que comme Raccoon est très agressif, il a pas mal d'événements agressifs. Et voilà, c'est ça que j'aime bien. Voilà, le fait de pouvoir aller effectivement chercher des cartes, même si là on se tire dans un mouchoir de poche. Ensuite, Ghost Spider pour 3, 1 contre 2 d'attaque, un dégât consécutif à chaque fois, 3 points de vie. On joue cette carte uniquement sur les Web Warriors. Et interruption, quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Voilà, quand on a le trait Web Warrior, je trouve que c'est très cool. Alors encore une fois, c'est dans votre deck et pas dans votre défausse. Moi j'aime beaucoup. Elle est dans tous mes decks, Web Warrior. J'adore. Parce qu'à chaque fois, le fait de pouvoir aller... Alors évidemment, quand on la joue sur la fin du deck, c'est moins intéressant. Mais quand on peut la jouer au début, moi je trouve ça assez fort. Après, le fait, c'est pas défausser une carte, c'est chercher. Donc, parce qu'il y a certaines... Alors évidemment, pourquoi elle est avant Gamora ? Parce que Gamora, faut défausser des cartes.
alors qu'elle, on va chercher vraiment une carte spécifique à notre identité, donc une carte signature, donc c'est forcément plus fort. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Ghost Spider. Quand elle quitte le jeu, voilà, je trouve ça plus intéressant. Évidemment, c'est moins rentable quelque part parce que là, elle peut faire 3 d'attaque, mais c'est vrai qu'on va meuler. Et là, une fois qu'elle part, voilà, on peut aller chercher une carte spécifique. Quand on est en Spider, en armure SPDR, on peut aller chercher un événement tech. Enfin, on peut aller chercher une carte tech. Et je pense que c'est ça qui vaut vraiment le coup. Et Moon Girl. Moon Girl, alors pareil, c'est 2 de compte 2 d'attaque, 2 dégâts consécutifs, 3 points de vie. On doit jouer cette carte uniquement quand on a le trait champion au génie, ce qui est vraiment la limite. Et réponse après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Moi, elle me coûte rien quand je la joue. Ah, clairement. Alors là, pour le coup, donc Nova, et je crois qu'elle est dans le deck Nova de base, elle est dedans. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Franchement, tu la poses pour 0 quand tu arrives à générer les 3 ressources mentales. Et c'est super, donc il faut faire vraiment du deck building qui va dans ce sens. Et Moon Girl, elle arrive, elle peut quand même faire 2 attaques à 2 ou 2 contre à 2, ou elle peut t'aider à tanker. Franchement, pour la plupart du temps, moi je sais que j'arrive à la jouer pour 0 ou au pire à 1, quoi. Parce que tu la poses, tu récupères 2 cartes, donc ça fait qu'elle coûte plus qu'un. Donc je trouve ça vraiment très bien. Et en plus, ça vous permet aussi de renouveler votre main. Ouais, non, c'est une très bonne carte. Simplement circonstanciée par le trait champion génie. Et dans les 3 là-haut, alors d'après vous, hein? Dans les 3, c'est lesquels? Dites-moi vous, vos 3 préférés. J'ai très envie de voir et de comparer. Mockingbird. Et bah ouais, bah depuis la boîte... la boîte de base... Mockingbird, Bobby Morse, moi je la joue le plus possible. Alors, elle coûte 3, elle sonne un ennemi. Alors évidemment, dès que le mec est solide ou robuste, bah, je l'utilise pas dans mon deck à ce moment-là. Mais un contre un d'attaque pour 3, et en fait moi je trouve que c'est assez fort. En plus elle sonne n'importe quel ennemi, hein, c'est pas le méchant, enfin, ça peut être le méchant, ça peut être n'importe qui, donc je trouve que c'est très très fort pour moi Mockingbird. J'aime vraiment beaucoup, elle est très très chouette, et puis elle permet de toute façon de pouvoir virer comme d'habitude un petit état tenace. Pour moi elle reste vraiment l'une des meilleures cartes basiques, alliées basiques à mon sens. Mais dites-moi si vous pensez que j'ai tort. Et là, dans les 2 premières, bon, vous le savez. Nick Fury pour 4. Alors, c'est vrai que donc on a aussi, maintenant il est arrivé le professeur X chez les mutants, je vous ai dit, il n'y a pas la mise à jour avec les mutants ici. Pour 4, Nick Fury, 2 de contre, 2 d'attaque, donc déjà c'est du lourd. Après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc évidemment, on peut en tirer 4 d'un coup, selon la situation. Piochez 3 cartes, ce que vous allez faire 99% du temps, avouez-le, ou infliger 4 dégâts à un ennemi. Ça peut faire un burst, il peut faire un 4 plus 2 d'attaque. À la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défaussez-le. Ce qui est formidable, c'est que c'est à la fin du round et pas à la fin de la phase. Donc il peut non seulement faire toutes ses actions, prendre 2 de contre, faire un 2 de contre ou un 2 d'attaque, et à la fin du round, vous servir aussi de chair à pâté ou de chair à canon. Donc je trouve que c'est un allié extraordinaire. J'ai beaucoup hésité entre la première et la seconde place. Vous allez voir pourquoi j'ai mis l'autre à la première place. Voilà. Il est de quasi tous les decks. Vraiment. Hein. Je trouve que quand en plus vous avez effectivement dans les decks Shield, on peut aller chercher l'agent 13, c'est ça? Non, c'est redresser un soutien, hein, c'est redresser un soutien, c'est pas... Moi je me disais, tiens, on pouvait même redresser un allié. Non, c'est redresser un soutien. Je trouve que c'est hyper costaud. J'adore cette carte. Et je vous dis, elle est partout. Et finalement, quand vous la payez 4 et que vous piochez 3 cartes, en réalité, vous la payez qu'un, quoi. Donc c'est très fort. Et la première carte... Dans tous mes decks. Enfin,
dans 90% de mes decks. Ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois, est-ce que vous aussi, vous êtes obligé d'aller détruire votre deck pour en refaire d'autres à chaque fois, pour devoir aller chercher vos petits alliés, enfin ceux que vous préférez. Iron Heart pour 2, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. Réponse après avoir joué Iron Heart de votre main. Vous piochez une carte. Donc pour 2, elle va nous permettre de venir piocher une carte, donc en réalité elle ne va coûter qu'un. Elle va virer 2 contre, 2 attaques, ou elle va nous servir aussi de chair à canon. Je trouve que c'est une carte géniale. Elle coûte rien. Elle permet de refresh un peu la main. J'adore. Tout comme le personnage Iron Heart qu'ils ont fait. Voilà, je trouve que c'est une carte qui est très très forte et qui permet, voilà, moi, aller de tous mes decks parce que j'ai une vraie affinité avec ça, le fait de pouvoir piocher de toute façon, comme n'importe quel jeu de deck building. Et ben, on sait bien que c'est toujours une condition sine qua non pour pouvoir faire les meilleures parties possibles. Donc voilà. Iron Heart, pour moi, c'est vraiment le tier 3. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en pensez là dans ce tier 1. Je veux dire tier 3, je veux dire tier 1. Enfin, de ces 3 du tier 1. Pour vous, est-ce que vous avez le même tier 1 de Iron Heart, Nick Fury, Mockingbird? Est-ce que vous avez le même tier 2? Est-ce que vous avez le même tier 3? Voilà. Est-ce que pour vous, il y a une carte basique que j'aurais oublié, que vous trouvez absolument totalement pété et qui devrait être là et vous comprenez pas pourquoi elle est là, ou vous comprenez pas pourquoi j'ai mis ci et là. Moi, encore une fois, je vous ai dit, c'est les cartes qui sont la plupart du temps dans tous mes decks. Même quand elles sont circonstanciées sur des traits. Voilà, c'est véritablement ce que je préfère, c'est voilà, c'est mon goût du jour. En tout cas, je voulais vraiment le partager avec vous, ce top. Il va y avoir des tops des meilleurs alliés signatures. Là aussi, on va sûrement beaucoup discuter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quel est voilà, vos 3 premiers, votre tier list à vous, tout ça, ça m'intéresse vachement à voir. Si c'est pas déjà fait, évidemment, le petit pouce bleu, comme je vous ai dit au début, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant, le Discord, le Twitch, tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres dans ce genre. On se dit à tout bientôt pour une nouvelle analyse ou un nouveau top. D'ici là, ciao, Marvelous.